Bonjour et bienvenue sur l'Apothicaste. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 7, la première radiothérapie de l'histoire avec Nicolas Fauré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apothicaste. Aujourd'hui, c'est un sujet encore très différent des précédents épisodes que je vous propose autour de l'histoire des rayons X, cette lumière invisible qui a de nos jours de très nombreuses applications médicales. Plus précisément, il sera question de la radiothérapie avec mon invité du jour. Je vous présente Nicolas Fauré. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, tu es radiobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, unité U1296, qui s'appelle Radiation, Défense, Santé, Environnement et qui se situe à Lyon. En 2021, tu as publié aux éditions Glyph un livre qui s'appelle Victor Despeigne, ou le premier traitement du cancer par rayon X. Et ce livre a été récompensé la même année par le prix d'histoire de la médecine de la Société d'histoire de la médecine et de l'Académie nationale de médecine. Comme son titre ne l'indique pas forcément, je précise que cet ouvrage est certes une biographie de Despeigne, un pionnier lyonnais de la radiothérapie, on reviendra bien sûr sur lui dans la suite de cet épisode, mais plus largement, il s'agit également d'un livre d'histoire du début de la radiothérapie, depuis en gros la découverte des rayons X et jusqu'au début de ses applications en médecine. Avant d'aborder ces aspects historiques, tu es donc radiobiologiste. Peux-tu un peu nous expliquer ce qu'est la radiothérapie ? Alors d'abord, je vais expliquer ce qu'est la radiobiologie. La radiobiologie, c'est l'étude des effets biologiques des radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, c'est des radiations, des rayonnements qui vont arracher des électrons à la matière. En gros, ce sont les rayons X, les rayons gamma, toutes les particules, électrons, protons, neutrons, par opposition par exemple à la lumière, aux infrarouges ou aux UV. Alors, en radiothérapie, on utilise les radiations ionisantes pour tuer les tumeurs. Alors, comment on fait ça C'est assez, physique, chimie, biologie et clinique. La physique, c'est une pluie d'énergie qui va tomber sur la tumeur. On va focaliser la tumeur. La chimie, en fait, c'est l'étape où les électrons qui sont déposés, l'énergie qui est déposée, va créer en gros de l'eau oxygénée. La matière biologique, elle est composée essentiellement d'eau. De l'eau irradiée, ça va devenir de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée va casser notamment l'ADN des cellules irradiées. Et si les cellules irradiées ne réparent pas, elles vont mourir. Donc ça, c'est la phase biologique. Et puis la phase clinique, c'est évidemment gérer toutes les réactions du patient qui va avoir sa tumeur irradiée et peut-être quelques tissus sains autour qui peuvent être touchés. Et donc là, c'est là qu'on va aborder le problème de ce qu'on appelle la radiosensibilité, des réactions secondaires à la radiothérapie et tous les risques associés, sachant qu'aujourd'hui, la moitié des patients qui souffrent de cancer sont traités avec succès par radiothérapie. Alors on peut situer le début de l'histoire qui nous intéresse à la fin du 19e siècle, avec la découverte des rayons X. C'est même un exemple de sérendipité. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cette découverte ? Oui, alors finalement, ce qu'on appelle tube à rayons X, c'est ce qu'on appelle le tube de Crookes, plus tard ce qu'on appellera le tube de Röntgen. C'est quoi? C'est une grosse ampoule dans laquelle on a fait du vide, une ampoule de verre, et dans lequel on va faire passer une tension de plusieurs dizaines de milliers de volts. À la fin du 19e siècle, tous les physiciens croient qu'ils ont fait le tour de la question en termes de physique, quel que soit le type de physique d'ailleurs. À part quelques exceptions. Et notamment, ce tube de Crookes, quand on le branche et qu'on le relie à une tension élevée, on voit une lumière verte qui s'établit tout autour du tube. Et ça va être une des énigmes
à résoudre pour certains physiciens, cette luminescence, d'ailleurs qu'on peut retrouver par analogie aussi dans la nature, comme les vers luisants ou comme certains minerais qui émettent de la lumière, eh bien cette luminescence va être, j'allais dire, le dernier morceau de physique à investiguer. Et plusieurs chercheurs vont le faire. En France, c'est Henri Becquerel qui va s'y atteler. Et en Allemagne, c'est Wilhelm Röntgen. Et Röntgen, lui, toujours, encore une fois, pour expliquer cette lumière verte, va essayer d'abord de regarder si par hasard, quand on calfeutre le tube avec du carton et quand on tire les rideaux, est-ce qu'on retrouve à nouveau cette lumière verte? Autrement dit, est-ce que cette lumière est-elle induite par la lumière visible? Et quand il réalise l'expérience, à la fin de l'année 1895, il observe sur une étagère, en ouvrant la tension, qu'une fiole s'illumine. Cette fiole contenait un produit qui s'appelait le platinocyanure de barium. C'était un produit qui pouvait émettre de la lumière, effectivement, quand on l'excitait, mais personne s'en était vraiment intéressé. Or là, à 3 mètres, la fiole s'illumine. Donc, il va produire un écran qu'il va parsemer de platinocyanure de barium, et il va faire la même expérience, mais cette fois avec l'écran beaucoup plus proche du tube. Et il voit l'écran s'illuminer, et là, c'est un geste qu'il va faire qui est un geste, j'allais dire, primal, un geste de réflexe. Il va placer sa main entre le tube et l'écran, comme s'il voulait couper quelque chose. Et c'est là qu'il voit apparaître sur l'écran le squelette de sa main. Et les rayons qu'il appellera plus tard X traversaient le tube et arrivaient sur l'écran en traversant des différentes densités de matière de sa main, les os, les muscles, etc. Et c'est pourquoi on dit que finalement c'est effectivement de la sérendipité, puisque au départ, il fallait qu'il découvre la raison de cette lumière verte. Il l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Par contre, c'est en faisant l'expérience pour le comprendre, cette lumière verte, qu'il découvre les rayons X. Et ça nous donne du coup le célèbre premier cliché radiographique, et j'en mettrai une copie sur le site internet et également une photographie d'un tube de Crookes. C'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble. C'est un appareil assez étonnant. Et donc, à peine ces rayons X sont-ils découverts, alors je le rappelle, on était en 1895, à peine cette découverte est faite, que déjà des applications médicales sont envisagées. Il y a bien entendu la radiographie, on vient d'en parler avec ce premier cliché qui est donc intimement lié avec la découverte de ces rayonnements invisibles, mais plus largement, quelles sont ces applications médicales qui ont été envisagées par les médecins de l'époque? Effectivement, la radiographie osseuse, articulaire, a été la première application des rayons X. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de ce 19e siècle, c'est aussi le succès des idées de Pasteur sur les microbes. Et c'est tellement un succès qu'on attribue à toutes les maladies une source microbienne. Et donc, on va essayer de voir si par hasard, les rayons X peuvent tuer les microbes. Donc, sur, par exemple, des souris atteintes de tuberculose, eh bien, on va irradier ces souris pour voir si les rayons X font par hasard quelque chose. Et puis, on s'aperçoit avec des expériences malheureuses d'utilisation des rayons X, que certains radiologues vont avoir certaines brûlures, mais quelquefois c'est simplement une sorte d'épilation qu'ils vont avoir. Et en 1911, on demandait encore aux médecins de se faire épiler par rayon X. Donc c'était une application tout à fait loufoque, qui nous paraît loufoque aujourd'hui, mais assez répandue dans le milieu médical. Évidemment, elle n'a pas duré longtemps. Et enfin, par rapport à tout ce qui a été dit sur les maladies microbiennes, le cancer va être un sujet d'application des rayons X. Mais ça va pas être le tout premier. Pourquoi? Parce que finalement, à l'époque, la maladie la plus importante,
c'est la tuberculose, c'est pas le cancer. Le cancer, c'est finalement une maladie de riches qui va tuer que certaines couches de la population les plus aisées qui peuvent survivre assez longtemps. Et donc, le cancer sera un sujet pour les applications médicales qui va finalement s'étendre dans les années 30. Mais par contre, de façon complètement isolée, 6 mois après la découverte des rayons X, un certain Victor Despeigne, lui, va faire la première tentative de radiothérapie anticancéreuse. On va revenir sur cette expérience, évidemment. Tu parles de Victor Despeigne. Alors, tu as évoqué quelques noms de physiciens qui sont connus, hein, comme Becquerel, par exemple. Et je t'avoue que, avant de lire ton livre, Victor Despeigne, j'en avais jamais entendu parler. Comment en est-il venu, lui, à étudier les radiations? D'où vient-il? Victor Despeigne, c'est d'abord le fils de Nicolas Despeigne. Nicolas Despeigne, c'est un Lyonnais qui va être un des conseillers du maire de Lyon de l'époque, le conseiller d'Antoine Gailleton, l'un des deux maires médecins. Il y aura Antoine Gailleton et ensuite Victor Augagneur. Deux maires médecins qui sont complètement convaincus des idées pastoriennes et qui vont établir l'hygiénisme dans la ville de Lyon. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les eaux du Rhône et de la Saône sont-elles bonnes à boire? Est-ce qu'elles sont potables? Est-ce que le circuit des eaux est-il potable? Le fils de Nicolas Despeigne, Victor Despeigne, qui était un brillant lycéen, est passionné de zoologie et va obtenir une bourse de thèse, pour étudier les microbes des eaux de la ville de Lyon, et l'histoire va commencer comme ça. Victor Despeigne, c'est d'abord un zoologiste. Il travaille sur les microbes. Il est dans le monde de Pasteur. Alors, encore une fois, Pasteur est décédé depuis plusieurs mois en 1895, mais là, Victor Despeigne, lui, il est complètement convaincu du bien fondé des idées de Pasteur, et il va produire une thèse qui sera retentissante, puisqu'il va dénoncer toutes les pratiques qu'il y a eu à Lyon et qui ont abouti à certaines épidémies, notamment de typhoïde, où par exemple dans certains quartiers, on buvait l'eau des puits qui étaient construits à côté de latrines. Donc il va dénoncer ça, et ça va être le point de départ d'un grand programme municipal d'hygiène publique où on va assainir les rues et construire les égouts et améliorer la qualité d'eau potable. Donc Victor Despeigne, au départ, c'est un zoologiste. Et puis un jour, il a tellement très bien travaillé dans la faculté des sciences de Lyon que on lui propose la chefferie d'un labo. Il va passer le concours, mais malheureusement, c'est le gendre des frères Lumière qui va l'obtenir, un parfait étranger au concours d'ailleurs. Et Victor Despeigne est tellement vexé qu'il se dit, bon, puisque c'est ça, je m'en vais, j'abandonne tout à Lyon et je deviens simple médecin. Donc il va d'abord être simple médecin à Buis-les-Baronnies, puis ensuite aux Échelles, en Savoie. Les Échelles, à l'époque, c'est un petit village de 6000 habitants. L'un des grands personnages des Échelles, c'est un ancien maire qui a fait fortune dans le bonbon, qui a été confiseur, chocolatier dans la ville de Voiron. Et ce personnage qui s'appelle Eugène Constant Colliat va venir voir Victor Despeigne car il souffre de l'abdomen, il a une grosseur à l'abdomen. Et Victor Despeigne suspecte un cancer de l'estomac. Et tout de suite, Victor Despeigne, en parallèle aux études que sont en train de faire ses collègues avec les rayons X sur les rats atteints de tuberculose, Victor Despeigne va finalement réclamer un tube à rayons X pour traiter ce patient, cet ancien maire des Échelles, pour la première fois au monde. Du coup, que savait-on du cancer à la fin du 19e, du début du 20e siècle? Était-ce logique de tenter ce traitement par rayon X? On avait déjà découvert des choses par rapport à ça? Alors, absolument pas. Victor Despeigne, lui, il est vraiment dans le droit fil de
toute maladie est considérée comme d'origine microbienne, et si les rayons X peuvent tuer les microbes, alors on peut appliquer des rayons X au cancer. C'est exactement son état d'esprit. Mmh. D'ailleurs, cette longue discussion de l'origine parasitaire ou cellulaire du cancer, c'est-à-dire cellulaire, c'est qu'une cellule dérive, se transforme et devient immortelle autour d'autres cellules, eh bien, ça va être un grand débat des biologistes jusque dans les années 40. On sait aujourd'hui qu'il y a des cancers qui sont issus d'infections. Par exemple, les infections par Helicobacter pylori, les cancers de l'estomac liés à cette bactérie sont un exemple typique d'origine parasitaire du cancer. Par contre, certains autres cancers, j'allais dire un peu plus physiologiques, un peu plus endogènes, sont issus, on le sait maintenant, d'un certain nombre de cellules qui vont mal réparer leur ADN, s'amplifier, se transformer et proliférer, s'immortaliser. Donc ça, Victor Despeigne, lui, il en a cure, il dit non, le cancer, on va le traiter comme toute autre maladie, comme par exemple la tuberculose, avec des rayons X. Mmh. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que finalement, ça sera le cancer qui sera le plus traité par rayons X dans les années futures, les années qui suivent les tests de Victor Despeigne, et finalement, la tuberculose ne sera pas du tout vaincue par les rayons X. Et donc là, c'est vraiment très tôt, hein, suite à la découverte des rayons X. On est en 1896. C'est là que cet ancien maire vient le voir avec son problème d'estomac. Un traitement va être initié. Comment va se passer ce traitement? Quels vont être les résultats que Victor Despeigne va obtenir? Encore une fois, Victor Despeigne qui va faire, il faut le dire, un diagnostic qui sera erroné. Il pense que c'est un cancer de l'estomac. On sait aujourd'hui que ça l'est pas. On expliquera ça après. Mais il va s'inspirer tout simplement du traitement qu'on a utilisé pour traiter les pattes de souris qui ont été injectées avec des extraits tuberculiniques, des expériences qui ont été faites en mars 1896 à la faculté de Lyon par les collègues de Victor Despeigne. Et Victor Despeigne va reproduire ce traitement. Quel est ce traitement? C'est en gros une dose le matin, une dose le soir. Alors, c'est le même traitement que pour les souris, mais il y a un autre avantage pratique. Il y a une autre raison. C'est que Victor Despeigne, il est médecin et il se déplace énormément de ferme en ferme. Et donc, il est plus pratique pour lui de faire une dose de rayon X le matin très tôt et une dose de rayon X le soir très tard. Mmh. On savait que ce traitement bifractionné, à l'époque, était quelque chose qui pouvait laisser reposer, entre guillemets, les tissus sains. On avait cette notion que si c'est un peu trop caustique, comme on disait à l'époque, en partageant le traitement en deux parties chaque jour, ça le serait moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La grosseur dans l'abdomen va, au fur et à mesure, diminuer. Et c'est ça qui est historique. Et c'est ça qui est la preuve formelle d'une efficacité du traitement. Aujourd'hui, pour savoir si un traitement de par radiothérapie est efficace, on regarde le volume de la tumeur avant le traitement et après le traitement, ce volume a diminué si ce traitement est efficace. C'est ce qu'on appelle le contrôle local de la tumeur. Victor Despeigne, c'est exactement ça qu'il va observer. Mais il va l'observer sur un temps très très court. Le traitement dure du 4 au 22 juillet et il voit déjà des diminutions de la tumeur à la moitié du traitement. Donc ça voulait dire aussi que cette tumeur était très radiosensible. Elle fondait littéralement avec le rayon X. Or, on sait aujourd'hui qu'un cancer d'estomac est plutôt radiorésistant. Donc c'était un autre type de cancer qui était face à Victor Despeigne. On pense aujourd'hui que c'est un lymphome abdominal, c'est-à-dire un cancer du sang, on va dire, mais localisé sur le ventre, grossièrement parlant. Qui lui, du coup, est plutôt connu pour être radiosensible, si je comprends bien. Alors, les lymphomes abdominaux sont très radiosensibles et l'histoire va continuer
puisque quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai également publié dans des revues américaines et on a eu des échanges avec des spécialistes américains du domaine qui ont montré que finalement, ce lymphome abdominal pouvait bien être également un cancer d'origine professionnelle. Eugène Constant-Colliat, le patient de Victor Despeigne, était un confiseur, mais ensuite, une fois veuf, il va changer de village et il va acheter une usine pour fabriquer de la viscose. La viscose, c'était de la soie artificielle. Et pour l'isoler, pour la fabriquer, on utilisait beaucoup de soude caustique. Un peu comme pour la production de la pâte à papier. On sait aujourd'hui que un des cancers professionnels de l'industrie de la pâte à papier et de la viscose, c'était les cancers abdominaux. Ces cancers abdominaux sont très radiosensibles, ils peuvent être très volumineux et très radiosensibles, donc c'est-à-dire que la fonte de la tumeur pendant le traitement est très spectaculaire, mais elle est aussi très dangereuse. Pourquoi? Parce que quand on est face à une grosse tumeur radiosensible, quand les rayons X vont tuer les cellules, il faut évacuer ces cellules mortes, ces déchets. Or, c'est à travers la vascularisation que l'on évacue ces déchets. Mais si la tumeur est trop grosse et elle fond trop vite, on peut avoir une sorte d'empoisonnement du sang qui correspond à finalement une trop forte quantité de déchets dans le sang. C'est ce qu'on appelle le syndrome de lisse tumorale. Et dans cette histoire, il y a plusieurs premières. C'est la première fois qu'on voit une tumeur fondre. C'est peut-être la première fois qu'on traite un cancer qui est professionnel. Et c'est probablement la première fois que le patient va mourir non pas de sa tumeur elle-même, mais de la trop grande efficacité du traitement par le syndrome de lisse tumorale. Mmh. C'est du moins ce qu'on a pu deviner quand on a lu Victor Despeigne et ses descriptions qui suivent le traitement pendant à peu près une vingtaine de jours. Mmh. Donc tu l'évoques, hein, effectivement, malheureusement, ce patient ne survit pas malgré le traitement. Tout de même, Victor Despeigne obtient donc des résultats très concrets et intéressants. Est-ce qu'il va publier ces résultats? Il a publié 3 fois dans une revue médicale qu'on appelait le Lion médical, qui était une revue de référence à l'époque. Extrait du premier article de Victor Despeigne dans Lyon Médical, le 26 juillet 1896. À partir du 4 juillet, je fis subir au malade, chaque jour, 2 séances d'une demi-heure pendant lesquelles je dirigeais sur la tumeur les rayons d'une ampoule en forme de poire en me servant d'une bobine donnant des étincelles de 5 mm et actionnée par 6 éléments de pile radigués. Comme traitement accessoire, j'ordonnais le régime lacté, le vin de Condurango, et je continuais les injections de sérum artificiel. Au bout de 8 jours d'un semblable traitement, je constatais une amélioration très notable, diminution considérable de la douleur qui n'a jamais nécessité l'emploi de narcotiques pendant toute cette période de temps, arrêt de l'amaigrissement, disparition presque totale de la teinte jaune paille. Enfin, ce qui est le plus important, la tumeur a sensiblement diminué de volume. La voussure épigastrique est moins marquée, les battements artériels sont plus rares et moins forts. Les limites de la tumeur sont sensiblement reculées. En comparant le pointillé que j'avais tracé sur la peau le 4 juillet et celui du 12 juillet, je constatais que les lignes s'écartaient de 1 à 4 cm l'une de l'autre. Je ne conclurai certainement pas que mon malade est guéri, mais je constate une amélioration sensible permettant quelque espoir là où il n'y en avait plus. Ce résultat met un encouragement à continuer ce traitement et je me propose de faire connaître ultérieurement les modifications que je pourrais constater. Malheureusement, alors que ces descriptions sont assez précises, il va pas être vraiment reconnu dans sa pratique. Autrement dit, on va pas vraiment le croire. Notamment, certains médecins lyonnais vont lui rétorquer que finalement, c'est peut-être pas les rayons X qui ont tué la tumeur, mais le régime qu'il a administré aux patients. Quand on avait mal à l'estomac, on appliquait du vin de Gondurango, c'est une sorte de quinquina,
et éventuellement du lait. Et il y a eu donc des médecins qui ont dit bah c'est tout simplement l'effet du vin de Gondurango ou du lait qui a fait diminuer la tumeur. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, mais il suffisait de quelques médecins bien, j'allais dire installés, pour complètement annihiler tous les efforts de Victor Despeigne. D'ailleurs, vu les réactions négatives de de ces personnages, Victor Despeigne ne refera plus de tentatives. Et ça sera la première et la seule tentative de radiothérapie de Victor Despeigne. Et d'ailleurs, en France, on va peu appliquer les rayons X sur les tumeurs avant la Première Guerre mondiale. Ça sera plutôt après qu'on aura les plus grandes séries, les premières séries de patients. Et là, ça sera à l'Institut Curie avec un autre Lyonnais qui s'appelait Claudius Regaud. Mmh. Oui, donc une pause de l'avancée, de la connaissance scientifique, sur ce sujet, c'est vraiment dommage et on peut souligner du coup, 2 déceptions successives, hein, presque, avec, cette chefferie de laboratoire, qui lui a été refusée et donc, ce refus de croire, par ses pairs, dans le traitement qu'il a initié avec son patient. Est-ce qu'on sait du coup ce qu'il est devenu après Victor Despeigne, suite à ces déceptions? Alors oui, le destin était un peu, j'allais dire, romantique, puisque quelques années plus tard, on propose à Victor Despeigne la direction du bureau d'hygiène de la ville de Chambéry. C'est-à-dire qu'on lui propose de revenir à ses anciennes amours que sont la zoologie et l'étude des microbes et la pratique de l'hygiénisme. D'ailleurs, il permettra à la ville de Chambéry d'obtenir une récompense, une médaille d'or, dans l'hygiène et l'hygiénisme urbain. Victor Despeigne, dans son laboratoire, va organiser à la fois la recherche, l'enseignement et la pratique. Il va même imaginer un musée dans son laboratoire et de Chambéry. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que à travers des colonnes d'un journal local, il va tous les samedis faire une petite chronique. Il va appeler ça sa causerie médicale sur des sujets médicaux ou scientifiques du moment. Et dans l'article sur le radium et la radioactivité, il va écrire, ça tient en 2 lignes, bon, moi j'ai bien essayé d'utiliser les rayons X pour traiter un cancer, ça a marché pour le patient, mais ça n'a pas été répandu par d'autres personnes. C'est dommage, peut-être que l'avenir nous donnera raison. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Il mourra en 1937 dans son laboratoire d'un ulcère de l'estomac. Et c'est presque, ironique, hein, malheureusement cette fin tragique, hein. Pourquoi tu t'intéresses à l'histoire de ces pionniers lyonnais notamment? Je crois même, si j'ai bien compris, que tu essayes de reproduire en laboratoire ces premières expériences en simulant les conditions et les techniques de l'époque. Quel est le but de tout ça? À l'époque, les tubes à rayons X ne produisaient pas de doses élevées avec des rayons X très énergétiques. C'est-à-dire que le traitement ne s'opérait que pour des tumeurs en surface, avec, comme on l'a vu avec Victor Despeigne, surtout efficace pour des tumeurs radiosensibles. Pour Victor Despeigne, on a effectivement simulé le traitement puisqu'il donnait peu d'indications sur, par exemple, la distance du tube à rayon X à la tumeur. Or, il y a une notion qui est essentielle pour comprendre son traitement et son efficacité, et même identifier la radiosensibilité de la tumeur, c'est la notion de dose de radiation. Cette notion de dose n'existait pas à l'époque. On n'avait aucun moyen pour mesurer la dose. La seule chose qu'on pouvait mesurer, c'est sur la bobine qui amplifiait le courant, la longueur d'étincelle qu'il pouvait avoir entre 2 électrodes. Et du coup, cette mesure dépendait notamment de l'hygrométrie et c'était un cauchemar pour aujourd'hui déterminer quelle était la dose. Donc on a simulé ce traitement en faisant des variations diverses à la fois sur la dose, sur l'énergie des rayons X, et c'est comme ça qu'on a appris finalement que cette tumeur ne pouvait être que très radiosensible et la dose ne pouvait être que assez faible. Alors, ça, c'est Victor Despeigne. Mais les
doses à l'époque qui étaient faibles étaient très souvent répétées, notamment en radiologie. Et elles donnaient des réactions tissulaires souvent effroyables, des radiodermites notamment, dont souffraient les pionniers des radiations. Et c'est tout le phénomène des faibles doses de radiation qui est intéressant à explorer grâce à ces pionniers. On sait aujourd'hui bien mieux sur l'origine et la façon de produire des faibles doses, mais encore pas assez sur les effets des faibles doses. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment combien de scanners suffisent à produire un cancer radio-induit, par exemple. Est-ce qu'une mammographie peut contribuer à augmenter le risque de cancer? Tous ces appareils de diagnostic et certains de thérapie vont impliquer des faibles doses. Et ce domaine-là est peu exploré aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi aux pionniers. Je crois que tu as également d'autres projets autour des pionniers lyonnais, au-delà de Victor Despeignes et de la radiothérapie. Quels sont-ils? Alors, Lyon est, on peut dire, le berceau des applications médicales des rayons X. En fait, on peut faire le parallèle avec Paris, avec les Curie, les Perrin, les Langevin, qui sont à l'origine de la découverte de l'atome, et les médecins lyonnais, certains pionniers lyonnais, dont on a complètement perdu le nom, qui ont contribué à améliorer la radiographie, qui ont effectué les premières radiographies des organes internes, par exemple, la première radiothérapie avec Victor Despeignes, et d'autres explorations avec les rayons X. Pourquoi Lyon? Tout simplement parce qu'il y avait à l'époque un personnage qui avait les moyens et qui était passionné par la biologie, c'est Auguste Lumière. En effet, la première projection publique du cinématographe est complètement contemporaine avec la découverte des rayons X. Hmm. C'est le 28 décembre 1895. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que le cinéma et les rayons X sont nés finalement publiquement, ont été reconnus publiquement à la même date, à exactement la même date. Et finalement, ça va être l'industrie du cinéma à Lyon qui va être le meilleur des mécènes, puisque Auguste Lumière va distribuer, littéralement distribuer, des tubes à rayons X à tous les médecins lyonnais pour les encourager à travailler sur les applications médicales des radiations ionisantes. Et du coup, quels sont les projets autour de ces pionniers lyonnais? L'idée que l'on a, nous, dans le laboratoire, c'est d'abord de retrouver les descendants. Pourquoi? Parce que là, on est à une, deux, trois générations et il y a encore une mémoire. Donc, autour de 5 pionniers lyonnais des radiations, on a à la fois tout un travail d'investigation au niveau des objets, au niveau de la mémoire et des travaux évidemment, mais également presque des traditions familiales pour mieux comprendre la démarche intellectuelle de ces pionniers lyonnais. Et on découvre des personnages fantastiques, comme par exemple Claudius Regaud, qui va être le bras droit de Marie Curie à l'Institut Curie, mais qui va réaliser les premières radiothérapies de la face à Lyon, et qui va faire les premières séries après la Première Guerre mondiale, les premières séries de radiothérapie, notamment de traitement des cancers du sein. On a également Fabien Arcelin, qui est le fils de l'archéologue qui a découvert le site archéologique de la Roche de Solutré, qui, la semaine, est radiologue et radiothérapeute à Lyon, et le week-end est archéologue dans la Bourgogne. Hmm. Et tous ces pionniers vont, comme beaucoup à l'époque, être un peu uniques dans leur façon d'aborder la science et d'aborder la médecine, avec un système D incroyable. Avant de conclure, je voulais évoquer un dernier point. Là, ce qu'on raconte ce soir, c'est une histoire franco-française, hein, avec cette expérience lyonnaise. Je pense que si on parle de l'origine des pionniers de la radiothérapie avec un Américain, il aura un autre nom en tête. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette histoire et finalement de la polémique, hein, entre guillemets, qu'on pourrait retrouver autour de ça?
Oui, c'est une grande polémique entre radiothérapeutes. En fait, qui a fait vraiment la première radiothérapie? En France, on va dire en Europe, on parle de Victor Despeigne, mais aux États-Unis, on parle d'un certain Émile Gruber. En fait, Émile Gruber, 30 ans après les expériences de Victor Despeigne, qui sont décrites, je rappelle, par 3 publications directes et plusieurs publications indirectes, Émile Gruber va dire non, mais moi je l'ai fait bien avant Victor Despeigne, en mars 1896 et même en février. Alors déjà, le fait de le dire 30 ans plus tard peut interpeller. Ce qui interpelle surtout, c'est que à l'époque, Émile Gruber, en février 1896, n'est pas médecin. Donc ça veut dire que s'il l'a fait, c'est en dehors de tout cadre légal. Et là où le radiobiologiste peut venir en aide à Victor Despeigne, merci à toi, c'est qu'Émile Gruber, on va dire, relate 2 expériences qu'il a fait, notamment sur un cancer du sein d'une femme. Or, on sait aujourd'hui que contrairement au lymphome abdominal qu'a traité Victor Despeigne, qui font, j'allais dire, à vue d'œil avec les rayons X, un cancer du sein peut ne pas être du tout radiosensible, aussi radiosensible qu'un cancer abdominal. Donc la grande question, c'était de savoir s'il l'a fait, comment il a su que ces rayons X étaient efficaces. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, Victor Despeigne est probablement le premier à avoir documenté une radiothérapie anticancéreuse. Si Émile Gruber l'a fait, il ne l'a pas relaté, il ne l'a pas documenté de façon instantanée et surtout, il ne l'a pas justifié comme Victor Despeigne l'a fait, même en se trompant. Je rappelle le titre de ton ouvrage que je conseille, Victor Despeigne ou le premier traitement du cancer par rayon X, qui a été publié aux éditions Glyph. En plus, c'est une lecture qui est plutôt facile et agréable, en toute transparence. Encore merci Nicolas pour ta participation à cet épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute et puis merci pour ton initiative, car justement, essayer de comprendre l'origine des sciences et surtout des idées, ça permet d'enrichir nos futures approches scientifiques et d'augmenter la connaissance humaine. Merci pour ce message. Comme d'habitude, je mettrai des liens pour retrouver les références et les travaux évoqués par Nicolas sur le site internet. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour suivre l'actualité du podcast et divers contenus que je publie autour de l'histoire de la santé. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode au mois d'août, je prends aussi un petit peu de vacances et je vous donne donc rendez-vous en septembre pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt.